Troisième partie. Chapitre 21. Atlantis. Elle ouvrit les yeux sur la lumière du soleil, un feuillage vert et le visage d'un homme. « Je sais ce que c'est, » pensa-t-elle. C'était le monde tel qu'elle se l'était imaginé à 16 ans et auquel elle accédait enfin. Et cela lui paraissait si simple, si évident, qu'elle le vécut comme une bénédiction accompagnée de ces 3 mots. Mais bien sûr. Le regard levé vers l'inconnu, agenouillée près d'elle, elle sut que c'était la vision pour laquelle elle aurait donné sa vie durant les années qu'elle venait de traverser, un visage exempt de souffrance, de peur ou de culpabilité. Sa bouche exprimait la fierté, et même davantage, comme si cet homme était fier de sa fierté. Ses pommettes saillantes auraient pu évoquer l'arrogance, la tension, le mépris. Il n'en était rien. Ses traits reflétaient simplement la détermination, la sérénité, l'assurance de soi et une implacable innocence qui ne quémandait ni n'accordait de pardon. C'était un visage qui n'avait rien à cacher ni à fuir, aucune crainte de voir ou d'être vue, de sorte qu'elle remarqua d'abord l'acuité de son regard. Comme si la vue était le sens dont il aimait jouir par-dessus tout, comme si voir était un bonheur pour lui, une aventure sans fin, comme si ses yeux le valorisaient en raison même de leur acuité et qu'il valorisait aussi le monde, leur acuité en faisant quelque chose qui valait la peine d'être vu. L'espace d'un instant, elle pensa être en présence d'un pur esprit. Pourtant, jamais elle n'avait eu pareille conscience de la présence d'un homme auprès d'elle. Sa chemise légère soulignait les formes de son corps bronzé. Un corps ferme, svelte, tendu, sculptural, comme coulé dans le métal, un métal un peu terni et satiné, un alliage de cuivre et d'aluminium, son bronzage s'harmonisant avec ses cheveux châtains dont les mèches au soleil prenaient des reflets du brun au doré. Ses yeux complétaient ce portrait coloré, mais avec plus d'éclat, comme s'ils avaient été traités à part, des yeux d'un vert sombre et profond, celui de la lumière sur le métal. Il la regardait en souriant, à croire que sa présence lui était familière, qu'il l'avait lui aussi attendue depuis longtemps, sans jamais douter de sa venue. « Voilà mon univers », songea Dagny. C'est ainsi que les hommes devraient être, ainsi qu'ils devraient voir la vie. Le reste, toutes ces années de laideur et de lutte, n'est qu'une plaisanterie absurde. Elle lui offrit un sourire de connivence, de soulagement, de libération, empli d'une joie moqueuse envers tout ce qui n'avait désormais plus d'importance pour elle. Il lui répondit de même, comme s'il éprouvait des sentiments analogues et comprenait ce qu'elle voulait dire. « Il ne fallait pas prendre cela trop au sérieux, n'est-ce pas ?» murmura-t-elle. « Non, vous avez raison. » Puis reprenant ses esprits, Dagny réalisa qu'elle n'avait jamais vu cet homme. Elle essaya de s'écarter de lui, mais ne réussit qu'à bouger légèrement la tête dans l'herbe. Elle tenta de se relever. Une violente douleur dans le dos l'en empêcha. « Ne bougez pas, Miss Taggart, vous êtes blessée. »« Vous me connaissez ?» Sa voix était dure, impersonnelle. « Depuis des années. »« Et moi, je vous connais ?»« Oui, je crois. »« Votre nom ?»« John Galt. » Elle le regarda pétrifiée. « Pourquoi cette peur ?»« Parce que je vous crois. » Il sourit, conscient de tout ce que ce nom signifiait pour elle. Il souriait comme l'adversaire qui relève un défi, mais aussi comme l'adulte attendri par un enfant encore plein d'illusions. Pour Dagny, le crash avait fracassé beaucoup plus que son avion. Elle n'arrivait pas encore à réunir toutes les pièces du puzzle. Incapable de rassembler ses souvenirs, elle savait seulement que ce nom incarnait quelque chose d'obscur, un vide qu'il lui faudrait peu à peu combler. Plus tard. Pour l'instant, cette présence l'aveuglait comme un projecteur, l'empêchant de discerner les formes cachées dans la pénombre.
C'est vous que je suivais? Oui. Dagny regarda lentement autour d'elle. Elle était étendue dans l'herbe d'une prairie, au pied d'une falaise de granit qui se découpait dans le bleu du ciel, à des centaines de mètres au-dessus d'elle. De l'autre côté du pré se dressaient des rochers escarpés, des pins et des bouleaux, dont les feuilles miroitaient, masquant l'horizon ouvert jusqu'à un cirque de montagne. Son avion ne s'était pas fracassé, mais gisait dans l'herbe, posé sur le ventre. Pas d'autre appareil en vue, pas de bâtiment, aucun signe d'habitat. Où sommes-nous? Et cette vallée? Il sourit. C'est le terminal Taggart. Que voulez-vous dire? Vous verrez bien. Elle voulut mesurer le peu de force qui lui restait. Incapable de remuer les bras ou les jambes, elle pouvait seulement relever la tête. Respirer à fond déclencha une douleur fulgurante. Un filet de sang courait sur son bras. « Peut-on sortir d'ici » s'enquit-elle. Il répondit avec sérieux, mais une lueur amusée dansait dans ses yeux vert métal. « En fait, non. Temporairement, oui. » Dagny fit mine de se lever. Il se pencha pour l'aider, mais rassemblant ses forces, elle se libéra brusquement de son étreinte pour se mettre debout. « Je pense pouvoir, » dit-elle, avant de se raccrocher à lui à l'instant où elle posa le pied par terre. Une douleur lancinante irradiait sa cheville blessée. Il la souleva dans ses bras. « Non, Miss Taggart, vous ne pourrez pas. » Et il se mit en route. Elle se laissa porter, les bras autour du cou de John Galt, la tête sur son épaule, se répétant qu'il était bien de s'abandonner, tout à fait, le temps que cela durerait, de tout oublier, de s'autoriser à ressentir. « Quand ai-je éprouvé cela auparavant ?» se demanda-t-elle. Ces mots lui avaient déjà trotté dans la tête, mais elle était incapable de retrouver en quelles circonstances. Elle avait déjà connu ce sentiment d'évidence, d'aboutissement, celui d'être allée au bout de quelque chose d'incontestable. Mais la nouveauté, c'était de se sentir protégée et de s'abandonner à cette protection sans en ressentir la moindre gêne. Au contraire, cela lui semblait juste parce que ce sentiment de sécurité ne la protégeait pas de l'avenir, mais du passé. Ce n'était pas la protection offerte à qui va livrer bataille, mais à qui en a remporté une. Une protection accordée pour sa force, non pour sa faiblesse. Elle avait une conscience exceptionnellement aiguë de sa présence, de ses mains sur son corps, des fils d'or et de cuivre dans ses cheveux, de l'ombre de ses cils sur son visage, à quelques centimètres du sien. Elle s'interrogea vaguement. Protégée de quoi? C'était lui l'ennemi. Vraiment? Pourquoi? Elle ne savait plus, incapable pour l'heure de réfléchir. Elle s'obligea à se rappeler qu'elle avait, quelques heures plus tôt, un objectif, une motivation. Elle se força à les retrouver. « Saviez-vous que j'étais derrière vous ?» demanda-t-elle. « Non. »« Où est votre avion ?»« Sur le terrain d'atterrissage. »« Où se trouve-t-il ?»« De l'autre côté de la vallée. » Il n'y avait pas de terrain d'atterrissage dans cette vallée quand j'ai regardé en bas. Pas de prairie non plus. Comment avez-vous pu atterrir? Il leva les yeux. Regardez bien. Voyez-vous quelque chose là-haut? Basculant la tête, elle scruta le ciel, mais ne vit que le bleu d'un matin calme. Au bout d'un moment, elle aperçut des bandes d'air miroitantes. Des vagues de chaleur, avança-t-elle, cherchant une explication. Des rayons de réfraction. Ce que vous avez pris pour une vallée est en réalité le sommet d'une montagne haute de 2500 mètres à 8 km d'ici. Le quoi? Le sommet d'une montagne, que jamais un pilote n'utiliserait pour atterrir. Vous avez vu son reflet projeté sur cette vallée. Comment ça? Exactement comme un mirage dans le désert, une image réfractée par une couche d'air chaud. Comment ça? Grâce à un écran magnétique calculé pour résister à tout, sauf à un courage comme le vôtre.
Que voulez-vous dire? Jamais je n'aurais cru qu'un avion tente de descendre à moins de 200 mètres du sol. Vous avez heurté l'écran. Certains rayons peuvent détruire les moteurs magnétiques. Eh bien, c'est la deuxième fois que vous me battez. Je n'avais jamais été suivi. Pourquoi cet écran? Parce que cet endroit est propriété privée et que j'entends bien qu'il le reste. Et quel est cet endroit? Puisque vous êtes là, je vous le ferai visiter, Miss Taggart. Je répondrai à vos questions après. Elle resta silencieuse. Elle avait posé beaucoup de questions, mais aucune à son sujet. Comme si elle l'avait cerné au premier regard, comme si John Galt constituait un absolu irréductible, un axiome n'exigeant aucune explication, comme si elle savait tout de lui par instinct et qu'elle n'avait plus qu'à s'imprégner de ce savoir. Il la portait sur un chemin étroit qui serpentait vers le fond de la vallée. De hautes et sombres pyramides de sapins hérissaient les pentes alentour, droites dans leur simplicité virile, des sculptures dépouillées et abstraites, contrastant avec la dentelle finement ouvragée, féminine, elle, des feuilles de bouleau scintillant au soleil. Ces rayons perçaient à travers les branches, balayant leurs cheveux et leurs visages. Elle ne pouvait pas voir ce qu'il y avait en bas, au bout du chemin. Les yeux de Dagny revenaient sans cesse sur lui. Il la regardait de temps à autre. Au début, elle détournait le regard, comme prise en flagrant délit. Puis elle le soutint, sachant qu'il savait ce qu'elle ressentait, sans rien dissimuler du sens de ses propres regards. Le silence, entre eux, recelait beaucoup d'aveux. John Galt ne la tenait pas de façon neutre, comme une femme blessée. Il l'étreignait bel et bien, même s'il n'y avait rien de suggestif dans cette étreinte. Elle le sentait. Il réagissait de tout son corps à celui qu'il portait. Elle entendit une cascade avant d'apercevoir un filet d'eau jaillir des rochers en bande scintillante discontinue. À ce bruit s'en substituait un autre, vaguement rythmé, des battements à peine plus marqués que ceux d'une mémoire en train de batailler, mais ils dépassèrent la cascade et les battements persistèrent. Un son différent se fit entendre de plus en plus nettement, qui s'élevait, non dans sa tête, mais quelque part derrière les feuilles. Après un tournant, elle découvrit une maison au milieu d'une clairière, sur un plateau en contrebas. N'oubliez pas de vous abonner à la chaîne pour ne pas manquer les nouveaux livres et participer au tirage au sort de cadeaux intéressants. Le soleil se reflétait sur la vitre d'une fenêtre ouverte. Au moment où Dagny se rappela à quelle occasion elle avait eu envie de s'abandonner à l'instant présent, la nuit où, dans une couchette poussiéreuse de la comète, elle avait entendu le thème du 5e concerto de Halley pour la première fois, elle l'entendit à nouveau, ici et maintenant, jouer sur un clavier, des accords bien frappés sous les doigts sûrs et puissants d'un pianiste. Cherchant à le surprendre, elle lui jeta sa question à la figure. « C'est bien le 5e concerto de Richard Halley, n'est-ce pas ?»« Oui. »« Quand l'a-t-il écrit ?»« Pourquoi ne pas le lui demander ?»« Il est ici ?»« C'est lui qui joue, c'est sa maison. »« Oh !»« Vous le verrez plus tard, il sera ravi. Il sait que ses œuvres sont les seuls disques que vous aimez écouter le soir, quand vous êtes seul. »« Et comment le sait-il ?» ?»« Je le lui ai dit. » La surprise sur ses traits aurait dû se traduire par une phrase commençant par « Et comment diable ?» Mais Dagny vit de quelle façon il la regardait et elle éclata de rire. « Tout est clair à présent, » pensa-t-elle. « Il n'y a plus de doute possible. » La musique s'élevait triomphalement à travers les feuilles baignées de lumière, une musique de libération, de délivrance, jouée telle qu'elle devait l'être, comme elle-même s'était efforcée de l'entendre dans la voiture brinque-ballante, à travers le martèlement des roues. C'était tout cela qu'elle avait vu dans les sonorités entendues cette nuit-là. Cette vallée, ce soleil matinal. Et là, au détour du chemin, sur un plateau surplombant la vallée, un bourg s'offrit à ses yeux médusés. Pas vraiment un bourg.
des maisons éparpillées au hasard de la pente, jusqu'au contrefort des montagnes au-dessus des toits, les enserrant d'une barrière infranchissable. De petites maisons récentes, angulaires et dépouillées, dont les grandes fenêtres miroitaient. Au loin se dressaient d'autres bâtiments, en apparence plus hauts, où de légères volutes de fumée évoquaient une zone industrielle. Plus près, au sommet d'une colonne de granit élancé, le signe du dollar, en or massif et haut d'1 mètre, aveuglait Dagny de tous ses feux, estompant le reste. Il trônait au-dessus de la ville comme ses armoiries, sa marque de fabrique, son symbole. Il captait les rayons du soleil, transmettant son énergie et la réfléchissant à l'horizontale en une bénédiction étincelante qui s'étendait sur tous les toits. « Qu'est-ce que c'est » s'exclama-t-elle, montrant l'objet. « Oh, ça, une plaisanterie de Francisco. »« Francisco qui » murmura-t-elle, connaissant déjà la réponse. « Francisco d'Anconia. »« Il est ici, lui aussi ?»« Il va arriver d'un jour à l'autre. »« Et sa plaisanterie ?» ?»« Il a offert ce dollar en cadeau d'anniversaire au propriétaire de cette vallée. Après ça, nous l'avons adopté comme emblème. L'idée nous a plu. »« Ce n'est pas vous le propriétaire ?»« Moi ? Non. » Il jeta un coup d'œil en contrebas. « Tenez, le propriétaire le voici. » Une voiture était arrêtée sur un chemin de terre où 2 hommes grimpaient d'un bon pas. Elle ne pouvait distinguer leurs traits. Le premier était grand et mince, l'autre plus râblé et musculeux. Elle les perdit de vue dans un tournant, alors que John Galt la portait à leur rencontre. Ce fut comme un télescopage lorsqu'ils émergèrent d'un virage rocailleux, à quelques mètres de là. « Eh bien ça alors !» s'exclama en la dévisageant l'homme râblé qu'elle ne connaissait pas. Dagny fixait la haute silhouette distinguée de son compagnon. Hugh Axton. Il s'inclina avec courtoisie, lui adressant un sourire de bienvenue. « Miss Taggart, vous êtes bien la première à me démontrer que j'avais tort. Quand je vous ai dit que vous ne le trouveriez pas, je ne pensais pas vous revoir dans ses bras. » « Dans les bras de qui ? » ?»« Mais de l'inventeur du moteur. » Elle ferma les yeux interloqués. Elle aurait dû faire le rapprochement. Quand elle les réouvrit, John Galt l'observait, un sourire moqueur aux lèvres, sachant tout ce que cela signifiait pour elle. « Vous auriez été bien avancé si vous vous étiez cassé le cou, » lui lança l'homme râblé d'un ton de reproche presque affectueux. « Une drôle d'acrobatie pour celle que j'aurais bien volontiers accueillie si elle avait simplement choisi d'entrer par la porte principale. Miss Taggart, puis-je vous présenter Midas Mulligan ?» s'entremit Galt. « Oh !» dit-elle faiblement avant de rire. Plus rien ne pouvait l'étonner. « Serait-ce que j'ai péri dans le crash ? Est-ce une autre vie ?»« C'est une autre vie, » dit John Galt. « Mais pour ce qui est de périr, ce serait plutôt le contraire, non ? » « Oh oui, » murmura-t-elle. « Oui. » Elle sourit à Mulligan. « Et où se trouve la porte principale ? » « Ici, » répondit-il en désignant son front du doigt. « J'ai perdu la clé, » dit-elle simplement sans aucun ressentiment. « J'ai perdu toutes les clés. Vous allez les retrouver. Mais bon sang, que faisiez-vous dans cet avion ? » « Je suivais quelqu'un. »« Lui ?» Il désignait Galt. « Oui. »« Vous avez de la chance d'être encore en vie. Êtes-vous gravement blessé ? » ?»« Je ne crois pas. Vous allez devoir répondre à quelques questions quand on vous aura rafistolé. » Mulligan tourna brusquement les talons. Prenant la tête du groupe, il redescendit vers la voiture et s'adressant à Galt. « Bon, qu'est-ce qu'on fait ? Une non-gréviste, on ne l'avait pas prévu. »« Une quoi ? » demanda-t-elle. « Ne faites pas attention, » répliqua Mulligan, puis se tournant à nouveau vers Galt. « Alors, qu'est-ce qu'on fait ? » ?»« C'est à moi de m'en occuper. J'en prends la responsabilité. Vous, occupez-vous de Quentin Daniels. Lui, ce n'est pas un problème. Il lui faut juste se familiariser avec les lieux. Pour le reste, apparemment, il connaît. Oui, et il a fait le chemin quasiment seul.
Puis, remarquant la perplexité de Dagny, John Galt ajouta « Je vous dois des remerciements, Miss Taggart. Vous m'avez fait un sacré compliment en choisissant Quentin Daniels comme doublure. Dans le rôle, il était tout à fait convaincant. »« Où est-il » s'informa-t-elle. « Allez-vous enfin m'expliquer ?»« Eh bien, Midas nous a rejoints à l'aérodrome. Il m'a déposé chez moi et a emmené Daniels avec lui. Je m'apprêtais à les rejoindre pour le petit déjeuner quand j'ai aperçu votre avion en train de piquer en vrille vers la prairie. J'étais le plus près. Nous sommes arrivés aussi vite que possible, poursuivit Mulligan. J'ai pensé que le pilote aurait bien mérité d'y rester, sans imaginer que l'une des 2 seules personnes au monde que j'aurais exclues de ce jugement était aux commandes. Qui est l'autre ? Hank Reardon. Dagny tressaillit sous l'effet d'un coup venu d'ailleurs, de très loin. Il lui sembla que Galt l'observait avec une intensité délibérée et que son visage avait soudain changé d'expression, trop vite pour qu'elle comprenne. Ils avaient rejoint la voiture. Un cabriolet, amande, décapoté, un modèle parmi les plus chers, vieux de quelques années, mais en parfait état, superbement entretenu. John Galt l'installa avec précaution sur le siège arrière, un bras toujours passé autour d'elle. La douleur, violente, la lancinait par moments, mais trop de choses déjà captaient son attention. Les maisons du bourg, notamment, qu'elle détaillait, tandis que Mulligan démarrait la voiture, qu'il passait près du signe du dollar, et qu'un reflet doré balayait son front, l'éblouissant au passage. « Qui est le propriétaire de cet endroit ?» demanda-t-elle. « C'est moi, » affirma Mulligan. « Et lui ?» Elle désignait Galt. Mulligan eut un petit rire. « Il travaille ici, tout simplement. »« Et vous, professeur Axton ?» demanda-t-elle. Il regarda Galt. « Je suis l'un de ces 2 pères, Miss Taggart, celui qui ne l'a pas trahi. »« Oh !» dit-elle, un autre rapprochement se faisant dans son esprit. « Votre 3e élève ?»« C'est cela. »« Un obscur petit aide-comptable, » murmura-t-elle soudain. « Comment ça ? C'est le professeur Stadler qui a dit ça. Voilà ce qu'il pensait que son 3e élève était devenu. Il m'a surestimé, estima Galt. Je suis bien moins que ça sur l'échelle de ses valeurs, ou sur celle du monde auquel il appartient. » La voiture fit une embardée pour s'engager dans un chemin montant vers une maison isolée, perchée sur une corniche dominant la vallée. Un homme marchait d'un pas vif devant eux. Vêtu d'une salopette bleue, il portait une boîte à sandwich. Quelque chose d'un peu précipité dans son allure parut à Dagny vaguement familier. Quand la voiture le dépassa, son visage lui apparut brièvement et elle se rejeta en arrière, poussant un cri. Un cri de douleur provoqué par son mouvement trop brusque, mais aussi de surprise. « Arrêtez, arrêtez! Ne le laissez pas partir !» C'était Ellis Wyatt. Les 3 hommes rirent et Mulligan arrêta la voiture. « Oh !» soupira-t-elle faiblement pour s'excuser. Consciente que c'était précisément l'endroit d'où Ellis Wyatt ne risquait pas de disparaître. Lui aussi l'avait reconnu et il courait vers eux. Lorsqu'il s'appuya à la carrosserie, elle retrouva ce sourire juvénile et triomphant qu'elle n'avait vu qu'une seule fois, sur le quai de Wyatt Junction. « Dagny, vous aussi enfin? Vous êtes des nôtres ?»« Non, » répliqua Galt. « Miss Taggart est une naufragée. »« Quoi ? Son avion s'est crashé, vous ne l'avez pas vu ? » ?»« Crashé, ici ? » ?»« Oui. »« J'ai entendu un avion, mais je... » Son air perplexe se mua en un sourire contrit, amusé, amical. « Je vois. Bon sang, Dagny, c'est ridicule. » Elle le fixait, désarmée, incapable d'établir un lien entre le passé et le présent. Désarmée comme au sortir d'un rêve, où elle aurait essayé d'exprimer à un ami mort ce qu'elle n'avait pu lui avouer de son vivant, avec en mémoire ce téléphone qui sonnait dans le vide presque 2 ans plus tôt. Elle bafouilla les mots qu'elle s'était promis de lui dire si elle le revoyait un jour. « J'ai essayé de vous joindre. » Il eut un gentil sourire.
Nous n'avons pas cessé d'essayer de vous joindre nous aussi, Dagny. Je vous verrai ce soir. Ne vous en faites pas, je ne vais pas disparaître. Vous non plus d'ailleurs. Il fit aux autres un signe de la main et reprit son chemin, balançant sa boîte à sandwich à bout de bras. Mulligan démarrait quand elle nota que John Galt l'observait avec attention. Ses traits se durcirent comme si, admettant que tout cela était pour elle une souffrance, elle le défiait de la satisfaction qu'il pourrait en tirer. « J'ai compris. Je vois bien le genre de comédie que vous allez me jouer pour me déstabiliser. » Mais les traits de Galt n'exprimaient aucune cruauté. Pas de pitié non plus, rien que l'équanimité de la justice. Notre première règle ici, Miss Taggart, c'est qu'on doit toujours se faire sa propre opinion. La voiture s'arrêta devant une maison isolée, construite en granit brut, avec une immense baie vitrée qui prenait presque toute la façade. « Je vous envoie un médecin », annonça Mulligan en redémarrant, tandis que Galt portait Dagny dans l'allée. « Votre maison » demanda-t-elle. « C'est la mienne, oui », approuva-t-il, poussant la porte du pied. Ils pénétrèrent dans le salon. La lumière y coulait à flots, frappant les lambris de pin ciré qui recouvraient les murs. La pièce abritait quelques meubles rustiques sous un plafond à chevrons. Un passage voûté ouvrait sur une cuisine aux dimensions modestes, avec des étagères rudimentaires, une table en bois brute et, vision plus étonnante, les chromes étincelants d'un fourneau électrique. L'endroit, aussi simple qu'une cabane de pionnier, était très dépouillé, mais avec un savoir-faire d'une grande modernité. Il la porta jusqu'à la chambre d'amis et la déposa sur le lit. La fenêtre donnait sur une longue perspective de rochers et de pins qui se découpaient sur le ciel. Dagny remarqua, taillées dans le bois des lambris sur les murs, des petites marques et inscriptions diverses qu'elle ne put déchiffrer. Elle vit également une autre porte, entrebâillée, qui ouvrait sur la chambre de Galt. « Suis-je ici invitée ou prisonnière ?» demanda-t-elle. « À vous d'en décider, Miss Taggart. Je ne peux pas faire de choix quand je traite avec quelqu'un que je ne connais pas. Mais vous me connaissez. N'avez-vous pas donné mon nom à une ligne de chemin de fer ? Ah oui. » Un autre choc et une autre pièce du puzzle qui se mettait en place. « Oui, Elle examinait sa haute silhouette, ses cheveux décolorés par le soleil, son sourire contredit par un regard d'une terrible acuité. Elle repensait au combat livré pour construire sa ligne et revoyait le voyage inaugural en cette journée d'été. Si quelqu'un devait être la figure emblématique de cette ligne, c'était bien lui. Oui, c'est vrai. Puis, se rappelant la suite, elle ajouta « Mais je lui avais donné le nom d'un ennemi. » Il sourit. « C'est la contradiction qu'il vous fallait résoudre un jour ou l'autre, Miss Taggart. C'est bien vous, n'est-ce pas, qui avez détruit ma ligne. Pas du tout, c'est cette contradiction. » Elle ferma les yeux avant de demander. « De toutes les histoires que j'ai entendues sur vous, lesquelles sont vraies ? » Toutes sont vraies. Est-ce vous qui les avez propagées ? Non, pourquoi faire ? Je n'ai jamais voulu qu'on parle de moi. Mais vous vous rendez bien compte que vous êtes devenu une légende ? Oui. La version authentique, c'est le jeune inventeur de la 20th Century Motors, n'est-ce pas ? C'est celle qui correspond le plus concrètement à la réalité, oui. Elle était incapable d'en parler avec détachement. Il y avait une sorte de fébrilité dans sa voix, surtout quand elle lui demanda, presque dans un souffle, « Le moteur que j'ai trouvé, c'est vous qui l'avez conçu ? » Oui. Elle redressa la tête avec un enthousiasme qu'elle ne put maîtriser. « Le secret de la transformation de l'énergie. Je pourrais vous l'expliquer en un quart d'heure, » affirma-t-il en réponse à la question implorante qu'elle n'avait pas formulée. « Mais aucune force au monde ne pourrait me contraindre à le relever. Si vous comprenez ça, vous comprendrez alors tout ce qui vous déconcerte. Ce soir-là, il y a 12 ans, ce soir de printemps où vous avez quitté une réunion de 6000 criminels, l'histoire est vraie, n'est-ce pas ? Oui. Vous leur avez dit que vous alliez stopper le moteur du monde. C'est ce que j'ai fait. Mais comment ? Qu'avez-vous fait ? Rien, Miss Taggart.
C'est là tout le secret. Elle l'observa un long moment sans rien dire. Il attendait, comme s'il lisait dans ses pensées. « Le destructeur » avança-t-elle d'une voix où l'étonnement le disputait à l'impuissance. « La créature la plus vile qui ait jamais existé » poursuivit-il. Et elle reconnut ses propres paroles. « L'homme qui ponctionne les cerveaux du pays. » « Mais jusqu'à quel point m'observez-vous? Depuis quand ?» Il marqua un temps, sans ciller, la regardant avec une insistance particulière, comme s'il la redécouvrait. Et c'est avec une certaine intensité qu'il répondit tranquillement « Depuis des années. » Fermant les yeux, elle se détendit et renonça, éprouvant un curieux sentiment de légèreté mêlé d'indifférence, ne souhaitant soudain que se laisser aller au confort du lâcher-prise. Le médecin arriva. Il avait les cheveux grisonnants, un visage doux et pensif, une tranquille autorité. John Galt fit les présentations. « Miss Taggart, le docteur Hendricks. »« Pas le docteur Thomas Hendricks » s'exclama Dagny avec la précipitation d'un enfant ayant oublié les bonnes manières. C'était le nom d'un chirurgien célèbre disparu 6 ans auparavant. « Mais si, bien sûr, » affirma Galt. Le docteur Hendricks lui répondit d'un sourire. « Midas m'a dit que Miss Taggart devait être traitée pour un traumatisme, pas pour celui qu'elle a subi, pour ceux à venir. »« Je vous laisse, » annonça Galt. « En attendant, je vais au marché, chercher de quoi préparer le petit déjeuner. » Dagny admira l'efficacité et la rapidité avec lesquelles le docteur Hendricks examina ses blessures. Usant d'un appareil de radioscopie portable qu'elle n'avait jamais vu auparavant, il diagnostiqua une déchirure entre 2 côtes, une cheville foulée, des écorchures aux genoux et aux coudes, et quelques hématomes répartis en taches bleuâtres sur son corps. Quand le docteur Hendricks eut fini de la bander de ses mains expertes, fixant les pansements avec du sparadrap, il lui sembla qu'elle était comme un moteur révisé par un excellent mécanicien et qui n'avait plus besoin de soins. « Je vous suggère de rester couché, Miss Taggart. »« Oh non, si je fais bien attention, et si je me déplace lentement, ça ira. »« Vous devriez vous reposer. »« Pensez-vous vraiment que je puisse me reposer ?» Il sourit. « Peut-être pas, en effet. » Quand Galt rentra, Dagny était rhabillé. Le docteur Hendricks résuma la situation, ajoutant « Je repasserai demain voir comment ça évolue. » John Galt le remercia. « Envoyez-moi votre note d'honoraires. »« Jamais de la vie, » s'exclama Dagny indigné. « C'est moi qui paierai. » Les 2 hommes échangèrent un regard amusé, comme devant les fanfaronnades d'un clochard. « Nous en reparlerons plus tard, » décida Galt. Une fois le docteur Hendricks parti, elle tenta de se mettre debout et d'avancer tant bien que mal en s'agrippant aux meubles. Galt la prit dans ses bras jusqu'à la cuisine et l'installa sur un siège devant la table dressée pour 2. En voyant la cafetière qui fumait sur la cuisinière, les verres de jus d'orange et les assiettes blanches, en faïence ordinaire qui brillaient au soleil sur la table cirée, Dagny découvrit qu'elle avait faim. « À quand remonte votre dernier repas ou votre dernière nuit de sommeil ?» s'enquit John Galt. « Je ne sais plus. J'ai dîné à bord du train avec... » Elle hocha la tête avec un sentiment d'impuissance et d'amertume. « Avec le vagabond, pensa-t-elle, cherchant désespérément à échapper à un vengeur qui buvait un jus d'orange assis en face d'elle. Je ne sais plus. J'ai l'impression que c'était il y a des siècles et que j'ai traversé des continents entiers. Comment êtes-vous arrivé à me suivre? J'ai atterri à Afton juste après votre décollage et quelqu'un m'a appris que Quentin Daniels était parti avec vous. Je me souviens d'un avion qui tournait avant d'atterrir. C'est la seule et unique fois où je n'ai pas pensé à vous. J'étais persuadé que vous aviez pris le train. » Le dévisageant, elle demanda. « Et comment dois-je le prendre ?»« Quoi donc ?»« La seule et unique fois où vous n'avez pas pensé à moi. » Il soutint son regard, avec ce mouvement des lèvres à peine esquissées qu'elle avait déjà observé chez lui, l'ébauche d'un sourire estompant l'expression d'invincible fierté de sa bouche. « Comme vous voulez. » Elle observa un silence,
accentuant ainsi la sévérité de son visage, puis demanda d'une voix accusatrice hostile. « Vous saviez que je venais chercher Quentin Daniels ?»« Oui. Vous l'avez trouvé plus vite que moi pour m'empêcher de l'atteindre, n'est-ce pas? Pour me battre, sachant pertinemment ce que cette défaite signifierait pour moi. » « Absolument. » Elle fut la première à détourner les yeux, gardant le silence. Il se leva pour préparer la suite du petit déjeuner, debout devant la cuisinière, faisant griller le pain, frire les œufs et le bacon. Il œuvrait avec aisance et un tranquille savoir-faire. Ses mains bougeaient avec la précision et la rapidité d'un ingénieur aux manettes d'un pupitre de contrôle. Elle eut soudain l'impression d'avoir déjà vu ces gestes-là, exécutés de façon tout aussi experte. « C'est le professeur Axton qui vous a appris ?» demanda-t-elle en désignant la cuisinière. « Oui, entre autres. » Vous a-t-il enseigné à consacrer du temps, votre temps, à ce genre d'activité ? Lâcha-t-elle sans parvenir à dissimuler son indignation. Il m'est arrivé de consacrer du temps à des tâches beaucoup plus insignifiantes. Quand il déposa l'assiette devant elle, Dagny s'informa. Y a-t-il une épicerie par ici ? La meilleure du monde, tenue par Lawrence Hammond. Quoi ? Lawrence Hammond, de la Hammond Cars. Le bacon vient de la ferme de Dwight Sanders, de la Sanders Aircraft. Les œufs et le beurre de chez le juge Narragansett, de la Cour suprême de l'État de l'Illinois. Elle fixait son assiette avec une certaine amertume, n'osant y toucher. C'est le petit déjeuner le plus coûteux de ma vie, si l'on tient compte de la valeur que représente le temps du cuisinier et de tous les autres. Dans un sens, oui. Mais c'est aussi le petit déjeuner le moins cher que vous puissiez trouver. Parce qu'il n'y a rien là qui soit allé nourrir les pillards qui vous le feront payer année après année, jusqu'à vous laisser mourir de faim. Après un long silence, elle demanda, presque mélancolique. « Mais qu'êtes-vous venus faire ici, vous tous ? » « Vivre. » Jamais ce mot pour elle n'avait eu un tel accent de vérité. « Et vous, quel est votre travail ? Midas Mulligan a dit que vous travaillez ici. »« Je suis un peu l'homme à tout faire. On fait appel à moi dès qu'un truc ne tourne pas rond, la centrale électrique par exemple. » Elle se pencha en avant pour examiner la cuisinière électrique, mais s'effondra aussitôt sur sa chaise, vaincue par la douleur. « Oui, c'est bien ça. Mais ne vous énervez pas ou le docteur Hendricks vous obligera à rester couché. »« La production d'énergie !» s'étrangla-t-elle. « C'est votre moteur qui assure ici l'énergie ? » ?»« Eh oui. Il est construit, il fonctionne. Il m'a permis de préparer votre petit déjeuner. »« Je veux le voir !» Inutile de vous estropier en examinant cette cuisinière. Une cuisinière électrique au demeurant tout à fait ordinaire. Seulement, son fonctionnement coûte 100 fois moins cher. Et c'est tout ce que vous pourrez voir, Miss Taggart. Vous avez promis de me montrer la vallée. Je vous la montrerai, mais pas le groupe électrogène. Allons-y maintenant, dès que nous aurons fini le petit déjeuner. Si vous le désirez, et si vous pouvez vous déplacer. J'y arriverai. Il se dirigea vers le téléphone et composa un numéro. Allô, Midas ? Oui, il l'a fait. Oui, elle va bien. Peux-tu me louer ta voiture pour la journée ? Merci. Au tarif habituel, 25 cents. Est-ce que tu aurais un truc qui pourrait faire office de canne ? Elle en aura besoin. Ce soir. Oui, je crois. Oui, merci. Il raccrocha. Elle le dévisageait incrédule. Ai-je bien compris que M. Mulligan, qui pèse environ 200 millions de dollars, va vous faire payer 25 cents pour utiliser sa voiture ? C'est exact. Seigneur, pourquoi ne pas vous la prêter à titre gratuit ? John Galt se rassit avant de l'examiner longuement, lui retournant d'un air amusé. Miss Taggart, dans cette vallée, nous n'avons ni loi, ni règlement, aucune organisation particulière. Nous sommes ici pour trouver un peu de paix. Mais nous respectons tous un certain nombre de coutumes, précisément parce qu'elles répondent à ce dont nous voulons nous affranchir pour trouver cette paix. Maintenant, je vous préviens, il y a un mot proscrit dans cette vallée. C'est le mot gratuit.
Je suis désolé, dit-elle. Vous avez raison. Il lui versa une autre tasse de café et lui tendit un paquet de cigarettes. Dagny se servit en souriant. Elle était marquée du signe du dollar. Si vous n'êtes pas trop fatigué ce soir, Mulligan nous invite à dîner. Il y aura d'autres convives que vous serez sûrement ravis de rencontrer. Oh, bien sûr. Non, je ne serai pas fatigué. J'ai l'impression que je ne serai plus jamais fatigué. Il finissait le petit déjeuner lorsque la voiture de Mulligan s'arrêta devant la maison. Le chauffeur en sortit d'un bond, courut et fit irruption dans la pièce sans prendre la peine de frapper à la porte. Ce jeune homme impatient, essoufflé, échevelé, n'était autre que Quentin Daniels. « Miss Taggart !» s'écria-t-il. « Je suis désolé. » Sa voix, pleine de culpabilité, contrastait avec l'excitation joyeuse visible sur son visage. « Je n'avais jamais manqué à ma parole. C'est inexcusable. Je ne peux pas vous demander de me pardonner. Et je sais que vous n'allez pas me croire. Mais la vérité, c'est que j'ai oublié. » Elle lança un coup d'œil à Gault. « Je vous crois. J'ai oublié ma promesse, complètement oubliée, jusqu'à ce que M. Mulligan me dise, il y a quelques minutes, que votre avion s'était crashé ici, et que je réalise que c'était de ma faute, et que s'il vous était arrivé... Seigneur, est-ce que vous allez bien? Oui, ne vous inquiétez pas. Je ne comprends pas qu'on puisse oublier ainsi après avoir donné sa parole. Je ne sais pas ce qui m'a pris. Moi, si. Miss Taggart, cela faisait des mois que je travaillais sur l'hypothèse donnée, et plus je travaillais, moins j'avais d'espoir. J'étais depuis 2 jours dans mon laboratoire, à essayer de résoudre une équation mathématique apparemment insoluble. J'étais résolu à aller jusqu'au bout, quitte à mourir au tableau noir. Puis il est arrivé, tard le soir. J'ai à peine fait attention à lui. Il voulait me parler, mais je lui ai demandé de patienter et j'ai continué. Je crois avoir oublié qu'il était là. Je ne sais pas combien de temps il est resté à m'observer. Tout à coup, il a avancé la main, effacé tous mes calculs et inscrit une brève équation au tableau. Alors là, je l'ai remarqué et j'ai crié « Ce n'était pas la solution, mais la voie qui y menait et qui m'avait échappé. » Je ne l'avais pas imaginée, mais je savais que c'était la bonne. Je me rappelle avoir hurlé « Comment pouvez-vous savoir ça ?» Il m'a répondu, montrant une photo de votre moteur « C'est moi qui l'ai construit. » C'est la dernière chose dont je me souvienne, Miss Taggart. Je veux dire, me concernant. Car après, nous avons discuté électricité statique, conversion d'énergie, moteur. Nous avons parlé physique jusqu'à notre arrivée ici, précisa Gault. Daniels reprit. Oh, je me souviens quand vous m'avez demandé si j'étais prêt à partir avec vous. Si j'étais vraiment prêt à partir, à tout laisser tomber. Tout? Laisser tomber un institut moribond qui ne serait bientôt plus que des ruines envahies par la végétation, laisser tomber une carrière de concierge corvéable à merci, laisser tomber Wesley Mouch, le décret 10289 et ces créatures qui rampent sur le ventre en grognant que l'esprit n'existe pas, Miss Taggart. Il s'esclaffa. Il me demandait si je voulais renoncer à ça pour aller avec lui. Il a dû le répéter. Je n'en croyais pas mes oreilles la première fois. Je n'arrivais pas à croire qu'une telle chance puisse être présentée comme un choix. Partir? J'aurais plongé d'un gratte-ciel pour le suivre et connaître sa formule avant que nous nous écrasions au sol. Je vous comprends, assura-t-elle le regardant avec une sorte de regret qui confinait à l'envie. D'ailleurs, vous avez rempli votre contrat. Vous m'avez conduite au secret du moteur. Ici aussi, je serai gardien, annonça joyeusement Daniels. Monsieur Mulligan m'a confié ce poste à la centrale électrique. Après m'être formé, je serai promu électricien. Il est génial, n'est-ce pas, Midas Mulligan? Je veux être comme lui à son âge. Gagner de l'argent, des millions, autant d'argent que lui. Daniels, Dagny s'esclaffa, se rappelant la tranquille maîtrise, la rigueur obstinée, la sévère logique du jeune scientifique qu'elle avait connu. Que vous arrive-t-il? Où êtes-vous? Vous rendez-vous compte de ce que vous dites? Je suis ici, Miss Taggart. Et ici, il n'y a pas de limite à ce qu'on peut accomplir. Je serai le meilleur ingénieur électricien au monde. Et le plus riche. Je serai... Vous allez rentrer chez Monsieur Mulligan, le coupa John Gault, et dormir 24 heures d'affilée, ou bien je ne vous laisse pas approcher de la centrale électrique. Bien, monsieur.
approuva Daniels humblement. Suite du chapitre 21, Atlantis. Quand ils sortirent de la maison, le soleil qui descendait sur les sommets dessinait un cercle scintillant de granit et de neige qui enserrait la vallée. Elle pensa tout d'un coup que plus rien n'existait hors de ce cercle, et la joie, le confort moral qui lui procurait cette finitude l'étonnèrent, surprise que ses préoccupations se trouvent ainsi concentrées uniquement sur ce que son regard pouvait embrasser. Elle eut envie d'étendre les bras par-dessus les toits pour toucher les sommets du bout des doigts. Mais elle ne pouvait pas lever les bras. Appuyée sur sa canne et soutenue par Gault, mettant laborieusement un pied devant l'autre, elle avançait lentement vers la voiture, telle une enfant qui faisait ses premiers pas. Gault contourna le bourg pour arriver chez Midas Mulligan. Sa maison, sur une crête, était la plus grande de la vallée, la seule à posséder 2 étages, à la fois forteresse et résidence de vacances, avec des murs en granit et des terrasses ouvertes. Gault s'arrêta pour déposer Daniels, puis il emprunta une route sinueuse qui grimpait en pente douce. Pensant à la fortune de Mulligan, à cette luxueuse voiture et aux mains de Gault sur le volant, Dagny se demanda s'il était riche lui aussi. Ses vêtements, un pantalon gris et une chemise blanche, semblaient faits pour durer. Le cuir de sa ceinture étroite était craquelé. Sa montre, un instrument de précision, était doté d'un simple boîtier en acier inoxydable. Son seul luxe était la couleur de ses cheveux, ses mèches d'or liquide et de cuivre flottant au vent. Au détour d'un virage, elle découvrit des hectares de vert pâturage qui s'étendaient jusqu'à une ferme au loin. Des troupeaux de moutons, des chevaux et des cochons, dans des enclos carrés, à proximité de granges en bois construites ici et là, et au-delà, un drôle de hangar métallique, assez déplacé dans le décor. Un homme, portant une chemise de cow-boy aux couleurs vives, se précipita à leur rencontre. Gault arrêta la voiture et le salua d'un geste, sans répondre au regard interrogatif de Dagny. Il la laissa découvrir, quand l'inconnu s'approcha, qu'il s'agissait de Dwight Sanders. « Bonjour, Miss Taggart », lui lança-t-il avec le sourire. Elle examina ses manches retroussées, ses grosses bottes, puis ses troupeaux, et constata. « Alors, voilà tout ce qui reste des avions Sanders. »« Pas du tout. Il existe encore un excellent monoplace, mon meilleur modèle, celui que vous avez aplati dans ses contreforts. »« Ah, vous êtes au courant ? » ?»« Oui, c'était l'un de vos avions, une merveilleuse machine. Je crains de l'avoir sérieusement endommagée. Il va falloir la réparer. Je pense avoir déchiré la partie inférieure du fuselage. Personne ne peut réparer ça. »« Moi, si. » Elle n'avait pas entendu pareille chose, dite avec autant de conviction depuis des années. De même qu'elle avait renoncé à attendre des autres ce genre de comportement, mais son sourire se teinta d'amertume. « Comment, dans une porcherie ? » ?»« Mais non, chez Sanders Aircraft. »« Et où ça ? » ?»« Où pensez-vous que ce soit ? Dans ce bâtiment que le cousin de Tinky Holloway a acquis auprès de mes successeurs grâce à un prêt des pouvoirs publics et à une exemption d'impôt ? Là où il a construit 6 avions qui n'ont jamais décollé et 8 autres qui se sont écrasés avec chacun 40 passagers à bord ? Ou alors ? Partout où je me trouve. Dwight Sanders désigna un point de l'autre côté de la route. Au fond de la vallée, Dagny aperçut entre les sapins le rectangle bétonné d'une piste d'atterrissage. Nous avons quelques avions ici dont je m'occupe. Je suis éleveur de porcs et préposé à l'aérodrome. Je peux très bien me passer des gens chez qui j'achetais autrefois du jambon et du bacon, mais eux ne peuvent pas se passer de moi pour fabriquer des avions. D'autant que, sans moi, ils ne peuvent même pas produire du jambon ou du bacon. Mais vous n'avez pas créé d'avion. Non, c'est vrai, et je n'ai pas fabriqué les moteurs diesel que je vous avais promis. Depuis notre dernière rencontre, je n'ai construit qu'un tracteur d'un nouveau type. Un seul, fabriqué de mes propres mains, toute production en série étant inutile.
Mais ce tracteur a permis de ramener une journée de travail de 8 heures à 4 seulement pour... Sanders étendit le bras vers l'autre côté de la vallée, d'un geste aussi majestueux que s'il tenait un sceptre, et Dagny découvrit des jardins verdoyants, cultivés en terrasse à flanc de montagne, pour l'élevage de volailles et la laiterie du juge Narragansett. Puis son bras se déplaça lentement vers le fond d'un canyon tapissé d'une bande vert mordoré et d'une autre d'un vert plus agressif, pour les champs de blé et de tabac de Midas Mulligan. Enfin, son bras s'éleva vers une pente où scintillaient des rangées d'arbres, pour les vergers de Richard Halley. Elle redessina des yeux la courbe tracée par son bras, lentement, encore et encore, et se contenta de dire « Je vois. Maintenant, me croyez-vous si j'affirme pouvoir réparer votre avion ? » Oui, mais l'avez-vous examiné ? Bien sûr, Midas a appelé 2 médecins, Hendrix pour vous et moi pour votre appareil. Il est réparable, mais cela va vous coûter cher. Combien ? 200 $. 200 $? Répéta-t-elle incrédule devant la modicité de la somme. En or, Miss Taggart. Oh, et où puis-je acheter de l'or ? Vous ne pouvez pas, trancha Gault. Redressant le front, elle le défia. Ah non. Non, pas d'où vous venez. Vos lois vous l'interdisent. Pas les vôtres ? Non. Eh bien, vous pouvez m'en vendre. Fixez vous-même le taux de change. Dites-moi combien je vous dois dans ma monnaie. Quelle monnaie ? Vous n'avez pas un sou, Miss Taggart. Quoi ? C'était le genre de propos qu'une héritière Taggart n'était pas prête à entendre. Dans cette vallée, vous n'avez pas un sou. Vous possédez des millions de dollars en actions de la Taggart transcontinentale, avec lesquels vous ne pourriez même pas acheter une livre de bacon à la charcuterie Sanders. Je vois. Gault sourit, et se tournant vers Sanders, « Allez-y, réparez cet avion. Miss Taggart finira bien par payer. » La voiture repartit, Dagny assise, raide et silencieuse, à côté de John Gault. Un lac d'un bleu turquoise intense s'étirait entre les collines devant eux, fermant la route. Le ciel et les montagnes couvertes de sapins semblaient s'y être réunis pour donner cette couleur tellement vive et pure que l'azur en paraissait gris. Émergeant des arbres et bouillonnant à travers les rochers, une cascade se perdait dans ces eaux tranquilles. Une construction de granit se dressait près du torrent. Gault garait la voiture lorsqu'un homme costaud, en bleu de travail, apparut sur le seuil. C'était Dick McNamara, autrefois l'un des meilleurs entrepreneurs de Dagny. Il la salua gaiement. « Bonjour, Miss Taggart. Je suis heureux de voir que vous n'êtes pas gravement blessée. » Elle lui répondit silencieusement d'un signe de tête. Un salut comme un hommage à la souffrance du passé, au sentiment de perte, à cette triste soirée où Eddie Willers, la mine défaite, lui avait annoncé sa disparition. « Gravement blessée, pensa-t-elle. Oui, je l'ai été, pas dans le crash de mon avion, mais plutôt ce soir-là, dans un bureau vide. » Elle lui demanda. « Que faites-vous ici ? Pourquoi m'avoir trahi au pire moment ?» Il sourit, désignant la construction en granit, puis une canalisation qui sortait des rochers pour se perdre dans les sous-bois. « Je suis en charge des services publics. Je m'occupe du réseau de distribution d'eau, de l'énergie et du téléphone. » Seul ? Au début, oui, mais nous avons connu une telle croissance l'an dernier que j'ai dû recruter 3 personnes pour m'aider. Qui ? D'où viennent-elles ? Eh bien, il y a un professeur d'économie qui ne trouvait pas de travail car il enseignait qu'on ne peut pas consommer plus que ce que l'on produit. Il y a un professeur d'histoire qui ne trouvait pas de travail car il enseignait que ce ne sont pas ceux qui vivent dans des taudis qui ont bâti cette nation. Et enfin, il y a un professeur de psychologie qui ne trouvait pas de travail car il enseignait que les hommes sont capables de raisonner. Et ils sont devenus plombiers ou lignaires ? Leurs compétences vous surprendraient. Et à qui ont-ils abandonné l'enseignement supérieur ? À ceux qu'on voulait mettre à leur place. Dick McNamara gloussa. « Voyons, cela fait combien de temps que je vous ai trahi, Miss Taggart ? Presque 3 ans, n'est-ce pas ? Lorsque j'ai refusé de construire la John Galt Line. Où en est-elle votre ligne aujourd'hui ? Alors que dans le même temps, mes lignes à moi se sont développées. Mulligan en avait construit 4 ou 5 kilomètres quand j'ai pris le relais.
Aujourd'hui, on recense dans cette vallée des centaines de kilomètres de canalisation. À ces paroles, Dagny ne put dissimuler son excitation, arborant l'air gourmand des gens capables d'apprécier. McNamara le remarqua. Il sourit, jeta un coup d'œil à Galt, puis insinua. « Vous savez, Miss Taggart, pour la John Galt Line, c'est peut-être moi qui l'ai suivi, et vous qui l'avez trahi. » Elle regarda Galt. Il la dévisageait, mais restait impénétrable. Un peu plus tard, alors qu'il roulait en bordure du lac, elle l'interrogea. « Vous n'avez pas choisi cet itinéraire au hasard, n'est-ce pas? Vous me faites rencontrer tous ceux que... » Elle s'interrompit, éprouvant une réticence bien compréhensible. « Que j'ai perdu ?» concéda-t-elle enfin. « Vous voulez dire que je vous ai fait rencontrer tous ceux que je vous ai pris ?» rétorqua-t-il avec fermeté. « C'est donc cela, se dit-elle, cette absence totale de culpabilité sur ses traits. » Il avait deviné et prononcé les mots qu'elle avait voulu lui épargner. Il avait rejeté une bonne intention en contradiction avec son système de valeurs et, sûr de son fait, il s'était enorgueilli de ce qui, dans l'esprit de Dagny, était une accusation. Devant eux, un ponton avançait dans les eaux du lac. Une jeune femme, allongée sur les planches au soleil, surveillait une batterie de cannes à pêche. En entendant la voiture, elle leva la tête et sauta sur ses pieds, presque trop vite, pour courir vers la route. Brune, les cheveux en bataille et de grands yeux, elle portait un pantalon remonté jusqu'aux genoux. Galt lui adressa un geste de la main. Elle le héla. « Bonjour, John. Depuis quand es-tu là ?»« Ce matin. » Il lui sourit sans s'arrêter. Se retournant, Dagny remarqua sa façon de rester planté là, à fixer John Galt. Son regard exprimait une vaine adoration, acceptée comme telle, mais Dagny le reçut en plein plexus, éprouvant un sentiment de jalousie qu'elle n'avait jamais connu. « Qui est-ce » ? ?»« Notre meilleure marchande de poissons. Elle alimente l'épicerie de Hammond. »« Et que fait-elle d'autre ? » ?»« Vous avez remarqué que chacun ici fait autre chose ? Elle est écrivain. Ses livres ne seraient pas publiés ailleurs. Elle est convaincue qu'en travaillant sur les mots, c'est l'esprit qui est à l'œuvre. » La voiture aborda un chemin étroit qui s'élevait parmi les broussailles et les pins. Cloué sur un arbre, un panneau rudimentaire indiquait d'une flèche « Col de Buena Esperanza ». En réalité, il ne s'agissait pas d'un col, mais d'un mur de pierre pris dans un enchevêtrement de canalisation, de pompes et de valves qui grimpaient comme de la vigne sur d'étroites saillies. Au-dessus de ce mur trônait un immense panneau de bois dont l'arrogance des caractères, plus que les mots qui y étaient inscrits, proclamait haut et fort leur message à l'inextricable taillis de fougères et de branches de pin alentour. Wyatt Oil. C'était bien du pétrole qui s'écoulait d'un tuyau formant un coude vers un réservoir aménagé au pied du mur, seul témoignage du combat secret qui se livrait au cœur de la roche, modeste aboutissement de cette machinerie qui ne ressemblait pas du tout à un derrick. Elle était devant le secret de Buena Esperanza Pass, un pétrole extrait des schistes bitumineux par un procédé que les hommes avaient cru impossible. Debout sur une corniche, Ellis Wyatt surveillait le cadran d'une jauge scellée dans la roche. Apercevant la voiture qui s'arrêtait en contrebas, il cria « Bonjour, Dagny, je suis à vous tout de suite !» Deux autres hommes travaillaient avec lui. Le premier, tout en muscles, à la pompe à mi-hauteur du mur. Le second, blond et plus jeune, près du réservoir en bas. Ce dernier avait des traits exceptionnellement fins. Dagny le connaissait, elle était certaine de l'avoir déjà croisé sans savoir où. Le jeune homme, remarquant sa perplexité, entreprit, pour la mettre sur la voie, de siffloter doucement, de manière presque inaudible, les premières notes du 5e concerto de Halley. C'était le jeune serfrin de la comète. Elle rit. « C'était bien le 5e concerto de Richard Halley, n'est-ce pas ?»« Bien sûr, » reconnut-il. « Mais vous ne vous attendiez pas à ce que je le dise à une non-gréviste ?»« Dis donc, je ne te paie pas à ne rien faire !» lança Ellis Wyatt en s'approchant.
Le garçon pouffa en se précipitant sur le levier qu'il avait abandonné un instant. « Miss Taggart ne pouvait pas te virer si tu ne fichais rien. Moi, je le peux. » « C'est une des raisons pour lesquelles j'ai laissé tomber la compagnie, Miss Taggart, » lui expliqua son ancien employé. « Je vous l'avais volé, » se vanta Wyatt. « C'était votre meilleur serre-frein et c'est maintenant mon meilleur mécano. Mais ni vous ni moi ne parviendrons à le garder. » « Qui alors ?»« Richard Halley, la musique. C'est le meilleur élève de Halley. » Elle sourit. « Je sais, ici on ne confie les boulots merdiques qu'à des gens de grande valeur. »« C'est vrai, » reconnut Wyatt. « Ce sont tous des gens de grande valeur, parce qu'ils savent qu'il n'y a pas de boulot merdique, mais seulement des gens merdiques qui ne veulent pas faire ce genre de boulot. » Le type, tout en muscles au-dessus d'eux, n'en perdait pas une miette. Il avait tout d'un chauffeur routier, et Dagny se tourna vers lui. « Et vous, c'était quoi votre métier avant? Professeur de philologie comparée, j'imagine ?»« Non, madame, » répondit-il. « Chauffeur routier, mais j'avais pas l'intention de le rester. » Ellis Wyatt contemplait les environs avec une sorte de fierté juvénile, qu'étant une reconnaissance. La fierté d'un hôte recevant des invités de marque, l'excitation d'un peintre au vernissage de son exposition. Désignant toutes les machines, Dagny s'informa. « Pétrole de schiste bitumineux ? Gagné. Le procédé sur lequel vous étiez en train de travailler quand vous étiez sur Terre ?» L'expression lui avait échappé et elle en fut surprise. Il rit. « Quand j'étais en enfer, vous voulez dire. C'est maintenant que je suis sur Terre. » « Et combien produisez-vous ? » 200 barils par jour. C'est le procédé avec lequel vous envisagiez de remplir 5 trains-citernes par jour ? Interrogea-t-elle de nouveau un peu triste. Dagny, répondit Ellis Wyatt avec gravité. Chaque gallon, unité de volume équivalent à 4,54 litres, vaut ici bien plus qu'un train entier là-bas en enfer, parce qu'ici il m'appartient, qu'il est entièrement à moi. Chaque goutte est à moi. Je peux en faire absolument ce que je veux. Levant la main, il lui montra fièrement les taches de graisse qui la maculaient, comme autant de trésors. Au bout d'un de ses doigts, une goutte noire brillait comme un joyau au soleil. « À moi, vous ont-ils vaincu au point de vous faire oublier la signification de ces mots, de vous faire oublier ce que l'on ressent à les prononcer? Il faudrait que vous réappreniez à les utiliser. Vous vous cachez dans un trou en plein désert pour produire 200 barils par jour, répliqua-t-elle sombrement, alors que vous auriez pu inonder le monde de votre production. Pourquoi faire? Nourrir les pillards? Non, gagner la fortune que vous méritez. Mais je suis bien plus riche maintenant que je ne l'étais dans le monde extérieur. C'est quoi la richesse, sinon de se donner des moyens de vivre mieux et plus longtemps? Il y a 2 façons d'y parvenir. En produisant davantage ou plus vite. C'est précisément ce que je fais. Je fabrique du temps. Que voulez-vous dire? Je produis ce dont j'ai besoin, je perfectionne mes méthodes, et chaque heure gagnée est une heure ajoutée à ma vie. Avant, il me fallait 5 heures pour remplir cette citerne. Maintenant, il m'en faut 3. Ces 2 heures gagnées m'appartiennent, et elles n'ont pas de prix. Comme si ma fin était reportée de 2 heures toutes les 5 heures. Ces 2 heures, je peux les employer à une autre tâche. Je peux les consacrer à travailler, à évoluer, à aller de l'avant. Comme si j'alimentais un compte épargne. Existe-t-il une seule chambre forte dans votre monde, là-bas, où ce compte pourrait être en sécurité? Mais de quel espace disposez-vous pour aller de l'avant? De quel marché? Il eut un petit rire. Le marché? Je produis pour la consommation et non pour les profits, pour ma consommation et non pour les profits des pillards. Mon marché? Ce sont ceux qui enrichissent ma vie, pas ceux qui s'en repaissent. Ce sont ceux qui produisent, et c'est vrai pour n'importe quel marché, pas ceux qui se contentent de consommer. Je travaille avec ceux qui donnent vie aux choses et aux êtres, pas avec les cannibales. S'il faut moins de travail pour produire mon pétrole, je demanderai moins à ceux avec lesquels je l'échangerai contre ce dont j'aurai besoin. Ils gagnent un petit temps de vie supplémentaire à chaque gallon de pétrole consommé. Et comme ce sont des types dans mon genre, ils inventent sans cesse, eux aussi, de nouveaux moyens plus rapides de faire ce qu'ils font. Si bien que chacun me fait gagner des minutes, des heures, voire des jours supplémentaires de vie à chaque fois que j'achète du pain, des vêtements, du bois de charpente ou du métal. Il regarda Gault.
1 année de gagné pour chaque mois de consommation électrique. Voilà notre marché. Voilà comment cela fonctionne ici. Alors que dans votre monde, c'était bien différent. Où allaient se perdre nos journées, nos vies, notre énergie? Cette somme de travail non rétribuée, dans quel puits sans fond et sans avenir allait-elle s'engloutir? Ici, nous échangeons des réussites, pas des faillites. Des valeurs, pas des besoins. Nous sommes indépendants les uns des autres, et pourtant, nous nous développons ensemble. La richesse, Dagny, la plus grande richesse n'est-elle pas d'être maître de sa vie, de la consacrer à son développement personnel? Le vivant demande à se développer. Il ne peut rester en l'état. Il doit se développer ou mourir. Regardez. Il lui montra une plante coincée entre 2 rochers qui luttait pour se redresser, avec sa longue tige noueuse tordue par un combat contre nature, ses dernières feuilles, jaunâtres et fanées, et son unique pousse verte, dressée vers le soleil en un effort désespéré. Voilà ce qu'il nous inflige là-bas, en enfer. Est-ce que vous me voyez m'y soumettre? Non, murmura-t-elle. Et lui, vous le voyez s'y soumettre? Insista-t-il en désignant Gault. Oh non. Alors ne vous étonnez pas de ce que vous allez voir dans cette vallée. Ils reprirent leur périple sans que Dagny ait ouvert la bouche. Gault lui aussi restait silencieux. Peu après, dans une forêt verte à flanc de montagne, elle vit un pin s'incliner tout à coup, effectuer la même courbe qu'une aiguille d'horloge, puis s'écraser hors de sa vue. Elle comprit que ce mouvement était l'œuvre d'un homme. Et qui est le bûcheron? Ted Nielsen. La route s'élargissait, plus fluide, avec des virages moins serrés et une pente moins raide, dans un vallonnement plus doux. Sur une pente d'un brun rouille s'étalaient 2 carrés d'un vert différent. Le vert sombre et poussiéreux des plants de pommes de terre et celui plus pâle et argenté des choux. Au volant d'un petit tracteur, un homme en chemise rouge désherbait. Et qui est le magnat du chou? Roger Marsh. Elle songea aux herbes folles qui envahissaient les marchés d'une usine fermée, s'agrippant à ses façades carrelées, à quelques centaines de kilomètres de là, derrière les montagnes. La route filait vers le fond de la vallée. Les toits du bourg apparurent en dessous avec, au loin, un point brillant, tout ce que l'on distinguait à cette distance de l'emblème du dollar. Gault se gara devant le premier bâtiment, construit en briques sur un promontoire. Une fumée rougeâtre flottait au-dessus de sa cheminée. Dagny fut presque choqué de voir une enseigne aussi naturelle que Stockton Foundry au-dessus de la porte. S'appuyant sur sa canne, elle quitta la lumière pour pénétrer dans l'obscurité froide et humide du bâtiment, où elle éprouva un choc, une sensation d'anachronisme confusément mêlée à un certain mal du pays. D'un coup, elle retrouvait l'Est industriel, celui qui, au cours des dernières heures, lui avait paru à des siècles en arrière. Vision du passé, familière et chérie, des flots incandescents montant jusqu'aux chevrons d'acier, des étincelles jaillissant comme des rayons de soleil venus de nulle part, des flammes soudaines perçant un brouillard de fumée noire, des moules réfractaires rayonnant de métal en fusion portés à blanc. Les fumées cachaient les murs du bâtiment, au point qu'il était impossible d'en percevoir les dimensions, et l'espace d'un instant, elle crut revoir l'ex-grande fonderie de Stockton au Colorado, l'usine de la Nielsen Motors, les aciéries de la Rearden Steel. « Bonjour, Dagny !» Émergeant du brouillard, le visage souriant d'Andrew Stockton venait à sa rencontre. Une main crasseuse se tendit fièrement vers la sienne. « Bonjour !» murmura-t-elle doucement, ne sachant si elle saluait le passé ou l'avenir. Puis hochant la tête, « Comment se fait-il que vous ne soyez pas en train de planter des pommes de terre ou de fabriquer des chaussures? Vous avez gardé votre métier d'origine? » « Oh, c'est Calvin Atwood, de la Atwood Light and Power Company, de New York, qui fabrique les chaussures. Mon métier, l'un des plus anciens, est indispensable où que l'on soit. Mais il m'a tout de même fallu me battre. J'ai dû ruiner un concurrent. » « Quoi ?» Il sourit, et désignant une porte vitrée ouvrant sur une pièce inondée de soleil. « Tenez, voici celui que j'ai ruiné. » Penché sur une longue table, un jeune homme,
façonnait un modèle compliqué de moule destiné à une tête de trépan. Il avait les mains fines et puissantes d'un pianiste virtuose et l'air sévère d'un chirurgien tout entier concentré sur sa tâche. « Un sculpteur », expliqua Stockton. « Quand je suis arrivé ici, il possédait avec son associé un atelier qui faisait à la fois forge et réparations diverses. J'ai ouvert une fonderie et raflé tous leurs clients. Ce jeune homme n'arrivait pas à faire ce que je faisais. D'ailleurs, ce n'était pour lui qu'un travail à temps partiel. Sa véritable activité était la sculpture. Du coup, il est venu travailler pour moi. Il gagne plus d'argent en moins de temps que lorsqu'il dirigeait sa propre fonderie. Son associé, un chimiste, s'est orienté vers l'agriculture. Il a mis au point un engrais qui a permis de multiplier par 2 certaines productions agricoles. Vous parliez de pommes de terre, non? Eh bien, celle des pommes de terre, justement. Alors, quelqu'un pourrait à son tour vous ruiner, non? Bien sûr, à tout moment. J'en connais un qui le pourrait, et cela arrivera probablement dès qu'il sera ici. Mais ma parole, je travaillerai pour lui, même si je devais balayer les cendres. Avec lui, cette vallée exploserait, elle s'envolerait comme une fusée. Il serait capable de tripler la production de chacun. Qui donc? Ankh-Riordan? Oui, murmura-t-elle. Oh oui. Pourquoi avait-elle répondu ainsi, aussi vite, et avec une telle force? La présence de Ankh-Riordan dans cette vallée lui paraissait impossible, et presque simultanément, elle songea que ce lieu était le sien, celui de sa jeunesse, de ses débuts, l'endroit qu'il avait cherché toute sa vie, sa terre promise, l'objectif pour lequel il s'était douloureusement battu sans relâche. Dans le brouillard des fumées, il lui semblait que les volutes rougeâtres aspiraient le temps dans un cercle étrange. Une vague pensée lui traversa l'esprit, telle une phrase isolée sur une banderole. Détenir la jeunesse éternelle, c'est réaliser le rêve qu'on avait au départ. Elle entendit un clochard lui dire autrefois: « John Galt a découvert la fontaine de jouvence qu'il voulait ramener aux hommes. Mais il n'est jamais revenu, car il a découvert qu'il était impossible de la leur rapporter. » Une gerbe d'étincelles s'éleva, révélant à contre-jour le dos large d'un contremaître qui pilotait une opération d'un geste ample. Alors qu'il redressait brusquement la tête pour donner un ordre, Dagny distingua brièvement son profil, et elle retint son souffle. Stockton, qui s'en était aperçu, émit un petit rire et l'appela à travers le nuage de fumée. « Hé Ken, viens donc, une de tes vieilles amies est ici. » Elle regarda Ken Danager venir à leur rencontre. Ce grand industriel, qu'elle avait désespérément cherché à convaincre de garder son poste, était à présent vêtu d'une salopette toute tachée. « Bonjour, Miss Taggart. Je vous avais dit qu'on se reverrait bientôt. » Elle inclina la tête, en signe d'assentiment autant que pour le saluer, mais elle s'appuya plus lourdement sur sa canne, le temps de revivre leur dernière rencontre. L'insupportable heure d'attente, son visage aimable mais distant derrière son bureau, et le souvenir de cette porte vitrée se refermant sur le dos d'un inconnu. Ce fut si bref que les 2 hommes n'y avaient vu que du feu, mais John Galt l'observait, comme s'il savait ce qu'elle ressentait. Il lisait sur son visage qu'elle comprenait enfin. C'était lui qui était sorti de chez Danager ce jour-là. Il n'en laissa rien paraître, ses traits n'exprimant que la sévérité respectueuse d'un être confronté à une vérité incontournable. « Je ne m'y attendais pas, » répondit-elle doucement à Danager. « Je ne m'attendais pas du tout à vous revoir. » Danager la dévisageait comme une enfant pleine de promesses qu'il aurait découvertes un jour et qu'il observait à présent d'un air affectueux, avec un intérêt amusé. « Je sais. Mais pourquoi êtes-vous si choqué? »« Oh, c'est juste grotesque. » Elle désignait sa salopette tachée. « Où est le problème? Alors c'est comme ça que vous allez finir? » « Fichtre non, je commence, au contraire. » « C'est quoi votre but? » ?»« L'exploitation minière, pas le charbon, le minerai de fer. » « Où ça? » ?»« Ici même. Avez-vous jamais vu Midas Mulligan se lancer dans un investissement hasardeux? Vous seriez étonné de tout ce que recèlent ces montagnes pour qui sait chercher. Et je cherche. Et si vous ne trouvez pas de minerai de fer?
Il haussa les épaules. Il y a quantité de choses à faire. J'ai manqué de temps toute ma vie, pas de choses à faire. Elle lança à Stockton un regard curieux. N'êtes-vous pas en train de former quelqu'un qui pourrait devenir votre plus féroce concurrent? C'est précisément le genre de gars que j'aime embaucher. Auriez-vous vécu trop longtemps parmi les pillards, Dagny? En seriez-vous arrivé à considérer que les capacités d'un individu sont une menace pour ses semblables? Oh non, mais je croyais être l'une des dernières à ne pas le penser. Tout homme qui a peur d'engager les plus grands talents disponibles est un tricheur, qui n'a pas sa place dans son métier. Pour moi, le patron le plus vil, plus méprisable qu'un criminel, est celui qui écarte ceux qui sont trop bons à ses yeux. Je l'ai toujours pensé, et qu'ai-je dit de si drôle? Elle l'écoutait avec un sourire à la fois enthousiaste et incrédule. C'est tellement surprenant d'entendre ça, et tellement vrai. Comment peut-on penser autrement? Elle rit. Enfant déjà, je croyais que tout entrepreneur devait penser ainsi. Et depuis lors? Depuis, j'ai appris à ne plus le croire. Mais c'est juste, n'est-ce pas? J'ai appris à ne plus croire en ce qui est juste. Mais c'est le bon sens même. J'ai renoncé à croire au bon sens. Le bon sens, il ne faut jamais y renoncer, conclut Ken Danager. Remontés en voiture, ils abordaient les derniers virages avant la vallée quand elle regarda Gault. Il se tourna aussitôt vers elle, comme s'il s'y attendait. « C'est vous qui étiez dans le bureau de Danager ce jour-là, n'est-ce pas? » « Oui. »« Et vous saviez que j'attendais? » ?»« Oui. » « Aviez-vous une idée de ce que j'étais en train de vivre à l'attendre derrière cette porte close? » Impossible de décrire le regard qu'il posa sur elle. Ce n'était pas de la pitié, car elle n'en faisait pas l'objet. C'était plutôt le regard que l'on pose sur la souffrance, sauf qu'elle avait le sentiment que ce n'était pas la sienne qu'il voyait. « Oh oui, » admit-il doucement, presque avec légèreté. Une boutique surgit, tel un décor de théâtre, dans l'unique rue de la vallée. Une scène parée des couleurs chatoyantes d'une comédie musicale, des cubes rouges, des cercles verts, des triangles dorés, en réalité des cajots de tomates, des bacs à salade, des pyramides d'oranges, avec en toile de fond étincelante, des étagères chargées de boîtes métalliques qui brillaient au soleil. Sur l'auvent, on pouvait lire « Hammond Grocery Market ». Un homme distingué, en chemise à manches courtes, profil sévère et tempes grisonnantes, pesait une grosse motte de beurre pour une ravissante jeune femme devant lui. À l'aise, telle une figurante, sa robe de cotonnade se balançant légèrement dans le vent comme un jupon de danseuse. Dagny ne put s'empêcher de sourire. Cet homme n'était autre que Lawrence Hammond. Les boutiques étaient petites, ouvrant de plein pied, et des noms familiers défilaient sur les devantures. Mulligan General Store, Atwood Leather Goods, Nielsen Lumber. Le signe du dollar ornait la porte d'une petite manufacture en briques. Mulligan Tobacco Company. À qui appartient cette entreprise, à part Amidas Mulligan? S'intéressa Dagny. Au professeur Axton, répondit John Gault. Ils croisèrent quelques passants, des hommes et plus rarement des femmes, marchant tous d'un pas vif, résolu, comme chargés d'une importante mission. Les uns et les autres s'arrêtaient en voyant la voiture. Ils saluaient Gault et regardaient Dagny avec l'air de dire « Tiens, c'est elle. Suis-je attendu ici depuis longtemps? » « On vous attend toujours, » répliqua John Gault. Au bord de la route, Dagny remarqua un bâtiment tout en baies vitrées encadré de bois. Un instant, elle crut qu'il s'agissait d'un cadre conçu pour un portrait de femme, une femme grande et délicate, aux cheveux blonds clairs, dont le visage d'une grande beauté paraissait flouté par la distance, comme si l'artiste pris de court n'en avait fait qu'une esquisse. Mais elle bougea la tête et Dagny découvrit des gens attablés à l'intérieur. C'était une cafétéria et la beauté, derrière le comptoir, était Kay Ludlow, l'inoubliable star de cinéma, disparue 5 ans plus tôt et remplacée depuis par des filles standardisées,
dont on ne parvenait jamais à se rappeler les noms. Sa surprise passée, Dagny pensa au film désormais à la mode. Cette cafétéria était sans doute un cadre bien plus propice à la splendeur de Kay Ludlow qu'un rôle dans un film exaltant la banalité d'un monde d'où toute exaltation était proscrite. Le bâtiment suivant était trapu, un solide bloc de granit, bien construit, masse rectangulaire aux lignes sévères, aussi travaillé que le plissé d'une robe de soirée. Mais à sa place, Dagny substitua un fantôme, un gratte-ciel sans fin noyé dans les anneaux de brouillard du ciel de Chicago, un gratte-ciel sur lequel avait brillé l'enseigne qu'elle voyait maintenant, écrite en lettres dorées sur une modeste porte en pin. Mulligan Bank. Galt ralentit, comme pour souligner la solennité de l'instant. Ensuite venait une modeste construction de briques, à l'enseigne de la Mulligan Mint. Un hôtel de la monnaie, s'étonna Dagny. Qu'est-ce que Mulligan peut faire d'un hôtel de la monnaie? Galt sortit de sa poche 2 piécettes qu'il déposa dans le creux de sa main. De minuscules rondelles d'or étincelantes, plus petites que des cents de celles qui circulaient à l'époque de Nat Taggart. La tête de la statue de la liberté était gravée sur une face, les mots États-Unis d'Amérique, $1, sur l'autre, mais les dates remontaient aux 2 dernières années. C'est la monnaie qui a cours ici, expliqua Galt, frappé par Midas Mulligan. Mais en vertu de quel privilège? C'est indiqué sur la pièce, sur chaque face. Et pour la petite monnaie? Mulligan en frappe aussi, en argent. Nous n'acceptons rien d'autre dans cette vallée, seulement les valeurs objectives. Elle examina les pièces. On dirait qu'elles datent de l'aube des temps, du temps de mes ancêtres. Galt désigna la vallée. On s'y croirait, n'est-ce pas? Dagny contempla un moment ces gouttes d'or si fines, si délicates, qu'elles ne pesaient presque rien au creux de sa main, consciente que l'ensemble du réseau de la Taggart transcontinentale en avait dépendu, que cet or avait été la clé de voûte sur laquelle reposaient toutes les clés de voûte, les arches, les poutrelles des voies de la Taggart, du Taggart Bridge, du Taggart Building. Elle secoua la tête et glissa les pièces dans la paume de John Galt. « Vous ne me facilitez pas les choses, » constata-t-elle d'une toute petite voix. « Je les rends même aussi difficiles que possible. » « Pourquoi ne le dites-vous pas? Pourquoi ne me dites-vous pas tout ce que vous voulez que j'apprenne ?» D'un geste du bras, il embrassa le bourg et la route derrière eux. « Qu'est-ce que je viens de faire ?» Ils roulèrent en silence. Puis elle l'interrogea sur le ton détaché d'une enquêtrice. « Quelle est l'étendue de la fortune que Midas Mulligan a amassée ici ?» La main de John Galt engloba l'espace. « Jugez par vous-même. » La route serpentait en terrain accidenté vers les habitations, disposées à intervalles irréguliers entre buttes et vallons. Des demeures modestes, érigées avec les matériaux du cru, en pin et en granit pour la plupart, conçues avec beaucoup d'ingéniosité et une grande économie de moyens. À croire que chaque maison était le produit du travail d'un seul homme. Il n'y en avait pas 2 pareils, leur seul point commun étant la marque d'un esprit capable de s'attaquer à un problème et de le résoudre. De temps à autre, Galt pointait une maison du doigt, au gré des patronymes qu'elle connaissait, comme s'il égrenait la liste des plus brillantes valeurs cotées sur les plus grandes places boursières du monde, ou bien une liste honorifique. Ken Danager, Ted Nielsen, Lawrence Hammond, Roger Marsh, Ellis Wyatt, Owen Kellogg, le professeur Axton. La résidence du professeur Axton était la dernière, un cottage avec une grande terrasse, perché sur une plateforme de la montagne. La route continuait ensuite, grimpant en lacet une côte assez raide. La chaussée le céda à un étroit chemin entre 2 rangées de vieux pins, leurs hautes futaies formant une colonne austère, leurs branches plongeant soudain la piste dans la pénombre et le silence. Aucune trace de roue sur cette étroite bande de terre apparemment peu fréquentée.
Quelques minutes et quelques virages avaient suffi pour qu'ils se retrouvent à des lieues de toute habitation. Rien ne brisait ce calme oppressant, sinon un rare rayon de soleil s'insinuant entre les troncs dans la profondeur de la forêt. Une maison, la plus humble de la vallée, se dressa tout à coup au bord du chemin. Coupée du monde, cette retraite semblait faite pour abriter un défi ou un immense chagrin. C'était une cabane en rondins maculés de traînées sombres laissées par les pluies fréquentes, telles des traces de larmes. Seules ces larges baies vitrées avaient résisté aux tempêtes grâce à la douce et lumineuse inaltérabilité du verre. À qui appartient cette maison? Oh! Dagny retint sa respiration et détourna brutalement la tête. Au-dessus de la porte, et frappé par le soleil, figurait, avec son motif estompé, usé et malmené par le vent des siècles, le blason argenté de Sébastien d'Ancona. Comme en réponse au mouvement de recul de Dagny, Gault arrêta la voiture. Ils se regardèrent un instant. Les yeux de Dagny exprimaient une interrogation, les siens un ordre. Son visage exprimait une franchise provocatrice, le sien une sévérité insoupçonnée. Si elle comprit son but, elle ne s'expliqua pas sa motivation. Elle obéit. S'aidant de sa canne, elle descendit du véhicule et resta plantée devant la cabane. Elle détaillait le blason argenté qui avait voyagé d'un palais de marbre en Espagne jusqu'à une hutte dans les Andes avant d'arriver sur cette cabane dans le Colorado. Le blason des hommes qui refusaient de se soumettre. La porte était verrouillée et l'obscurité profonde à l'intérieur. Des branches de pin s'avançaient sur le toit, semblables à des bras protecteurs remplis de compassion, répandant leur bénédiction sur les lieux. Aucun bruit, excepté le craquement d'une brindille ou la chute d'une goutte d'eau dans la forêt, entre de longues plages de silence. Ce silence paraissait contenir toute la souffrance secrète venue se cacher ici. Alors, avec le respect tendre et résigné d'un être qui ne se répand pas en regrets, Dagny entendit de nouveau Francisco. « Voyons qui de nous deux sera le plus digne, toi de Nat Taggart ou moi de Sébastien d'Ancona. Dagny, aide-moi à résister, à refuser, même s'il a raison. » Elle se retourna vers Gault, lui contre qui elle n'avait pu l'aider. Il était resté au volant, ne l'avait pas suivi, pas même aidé, comme s'il voulait lui laisser le temps de prendre la mesure du passé, respectant l'intimité de cette démarche solitaire. Il n'avait pas changé de position, l'avant-bras posé sur le volant, les doigts de la main dans une pose sculpturale. Il la regardait avec attention, mais tout ce qu'elle put lire sur son visage, c'est qu'il ne l'avait pas quitté des yeux. Une fois rassise à ses côtés, il affirma « C'est le premier homme que je vous ai pris. » Elle répondit franchement, farouche et un peu provocante. « Qu'est-ce que vous en savez ?» Rien que Francisco est exprimé par des mots. Mais le ton de sa voix était terriblement éloquent chaque fois qu'il parlait de vous. Dagny baissa la tête. Elle avait noté une pointe de souffrance dans les propos de Gault, une neutralité un peu trop appuyée. Il démarra, le bruit du moteur faisant voler en éclats tout ce qu'avait renfermé le silence, et ils poursuivirent leur route. Le chemin s'élargissait vers une flaque de lumière. Un éclat de soleil frappait des câbles électriques au milieu des branches alors qu'il débouchait dans une clairière. Une petite construction discrète se dressait à flanc de coteau sur une pente caillouteuse, un simple cube de granit de la taille d'une cabane à outils, sans fenêtre ni ouverture, juste une porte d'acier poli et un entrelac de fils partant du toit. Gault allait la dépasser quand Dagny sursauta. « C'est quoi ça ?» Il ébaucha un sourire. « La centrale électrique. »« Oh, arrêtez-vous, s'il vous plaît !» Il s'exécuta, reculant jusqu'au pied de la colline. Dès les premiers pas pour gravir la pente, Dagny s'arrêta, comme s'il ne servait à rien d'avancer, comme s'il n'y avait plus de hauteur vers lesquelles tendre, et elle resta plantée là, comme à l'instant où elle avait ouvert les yeux sur la vallée, instant de symbiose entre ses premiers pas dans la vie
et son but. Immobile, elle contempla la petite construction, cédant à une émotion muette. Elle avait toujours su que les êtres humains étaient dotés d'une véritable calculatrice mentale, qu'une émotion est la résultante de plusieurs facteurs qui s'additionnent, et ce qu'elle éprouvait à cet instant résumait des pensées qu'elle n'avait nul besoin d'exprimer. C'était l'aboutissement d'une longue progression. À travers son émotion, une voix intérieure lui rappelait qu'elle s'était accrochée à Quentin Daniels sans le moindre espoir de faire un jour usage de ce moteur, mais plutôt pour s'assurer que la réussite n'avait pas disparu de la surface de la Terre. Comme un plongeur lesté s'enfonçant dans un océan de médiocrité, sous la pression de ceux qui vous regardent avec des yeux de batracien, vous parle d'une voix ectoplasmique, sans conviction, qui louvoie, ne se mouille pas, ne se salisse pas les mains. Elle s'était accrochée à sa ligne de conduite, son ballon d'oxygène à elle, autrement dit à l'idée que l'esprit humain était encore capable de réaliser des merveilles. Devant les restes du moteur, dans une sorte d'apnée, une ultime révolte, expulsant l'air vicié de ses poumons corrompus, le professeur Stadler l'avait exhortée à l'admiration plutôt qu'au mépris, générant en elle un engagement, un désir, un élan vital. Alors elle avait avancé, mue par cette soif de rencontrer des êtres d'une compétence indiscutable, exceptionnelle. Et le résultat était là, devant ses yeux, parfaitement abouti. Toute la puissance d'un cerveau d'exception matérialisée dans ce réseau de fils étincelants sous un ciel d'été, qui captait dans l'espace une énergie incalculable pour l'emmagasiner à l'intérieur de cette mystérieuse bicoque en pierre. Elle imaginait ce type de construction, de la taille d'un demi-wagon, remplaçant les centrales électriques de ce pays, une accumulation d'acier, de combustible et de travail. Elle imaginait le courant produit ici libérant ceux qui le produiraient ou l'utiliseraient, déchargeant leurs épaules d'un poids pouvant se mesurer en grammes, en kilos, en tonnes, leur faisant gagner des heures, des jours, voire des années de temps libre. Du temps gagné pour détourner les yeux d'une tâche et regarder le soleil, s'offrir un paquet de cigarettes supplémentaires grâce à l'argent économisé sur la facture d'électricité, ou récupérer 1 heure sur la durée quotidienne de travail dans chaque usine utilisant cette énergie, ou encore voyager 1 mois dans le vaste monde avec un ticket financé par une journée de travail à bord d'un train tracté par l'énergie de ce moteur. Du temps et de l'énergie remplacés et financés par le cerveau, unique en son genre, qui avait su connecter ses fils à partir de la connexion de ses propres neurones. Elle savait que les moteurs, les usines et les trains n'avaient de sens que s'ils étaient au service de l'homme, contribuant à son bonheur. Son admiration sans borne allait à l'artisan d'un tel accomplissement, à sa force intérieure, à son esprit visionnaire. La Terre était pour lui un lieu d'épanouissement, avec le bonheur individuel pour but, comme récompense et sens véritable de la vie. Une simple porte en acier inoxydable, bien polie et tirant sur le bleu, fermait le bâtiment. Une inscription, gravée dans le granit, figurait au-dessus, seul ornement sur ce bloc rectangulaire et austère. « Je jure sur ma vie et l'amour que j'ai pour elle, de ne jamais vivre pour les autres, ni demander aux autres de vivre pour moi. » Elle se tourna vers Gault. Lui ayant emboîté le pas, il se tenait à ses côtés. Elle savait que c'était sa profession de foi, celle de l'inventeur du moteur, dans son cadre habituel de travail. Haute silhouette simplement vêtue d'une chemise et d'un pantalon léger, ceinturée sur un ventre plat, avec des cheveux souples qui brillaient d'un éclat métallique au moindre souffle de vent. Il y avait dans sa façon de se tenir debout quelque chose d'aérien, proche de l'apesanteur, qui dénotait un contrôle total de son corps. Dagny le regardait comme elle avait regardé sa construction. Alors, elle se rendit compte que les 2 premières phrases qu'ils avaient échangées après le crash pesaient encore entre eux. Que tout ce qu'ils s'étaient dit depuis s'était surajouté à ces mots, qu'il l'avait su, retenu, et ne l'avait pas laissé l'oublier. Elle eut soudain conscience qu'ils étaient seuls, ce qui renforçait la réalité de la chose dans la pleine signification des non-dits.
Ils étaient seuls dans une forêt silencieuse, devant une construction semblable à un ancien temple, et elle savait quel rituel convenait au culte destiné à ce genre d'autel. Elle avait la gorge serrée et la tête légèrement rejetée, assez pour sentir l'air dans ses cheveux, mais il lui semblait que tout son corps avait basculé en arrière, contre le vent et les jambes de Gault. À cet instant, elle n'eut conscience que de la forme de sa bouche. Il l'observait toujours, le visage immobile, à l'exception d'un léger mouvement de ses paupières à moitié fermées, comme si la lumière était trop forte. C'était le premier temps d'un rythme ternaire. Dans un deuxième temps, elle éprouva une émotion violente, un sentiment de triomphe, à l'idée que les efforts de Gault étaient plus difficiles à supporter que les siens. En un troisième temps, il détourna les yeux et leva la tête vers l'inscription figurant sur le temple. Elle le laissa regarder sa profession de foi un moment, tel un combattant, magnanime, accordant à son adversaire le temps de récupérer. Puis désignant l'inscription, et avec une fierté impérieuse dans la voix, elle demanda « Qu'est-ce que c'est ?» « Le serment prêté par tous ceux qui sont dans la vallée, sauf vous. » L'œil rivé sur l'inscription, elle reconnut. « Cela a toujours été ma règle de vie. Je le sais. Mais je ne suis pas certaine que vous la mettiez en pratique. Alors il va falloir que je vous montre lequel de nous deux se trompe. » Elle s'avança vers le panneau d'acier, ses gestes soulignant sa soudaine détermination. Pleinement consciente du pouvoir qu'elle détenait, c'est avec une pointe d'affectation qu'elle essaya, sans lui en demander la permission, de tourner la poignée de la porte. Celle-ci était verrouillée et rien ne bougea sous sa main, comme si la serrure avait été scellée dans la pierre avec l'acier massif de la plaque. « N'essayez pas d'ouvrir cette porte, Miss Taggart. » Il s'approcha d'un pas un peu trop lent pour bien montrer qu'il la savait attentive à chacun de ses gestes. Aucune force physique ne pourrait en venir à bout. Seule une pensée pourrait ouvrir cette porte. Si vous tentiez de la faire sauter avec des explosifs, aussi puissants soient-ils, la machinerie à l'intérieur serait réduite en miettes avant que cette porte ne s'ouvre. Mais trouvez la pensée requise et le secret du moteur sera vôtre, de même que... Pour la première fois, sa voix se rompit. Que n'importe quel secret que vous souhaiteriez percer. Il lui fit face, comme pour lui donner le temps de comprendre. Ensuite, avec un drôle de petit sourire, une idée lui traversant l'esprit, il ajouta « Je vais vous montrer comment cela fonctionne. » Il recula. Bien droit, le front levé vers les mots gravés dans la pierre, il les répéta lentement, sur un ton égal, comme s'il prêtait à nouveau serment. Aucune émotion dans sa voix, juste le clair énoncé de la phrase, dont il avait parfaitement intégré le sens. Elle assistait à un grand moment, le plus solennel de sa vie. Elle voyait un homme mettre son âme à nu et révéler le prix de son engagement. Elle l'entendait comme un écho à la toute première fois qu'il avait prêté serment, sachant parfaitement ce que seraient les années à venir. Elle savait de quelle trempe était fait cet homme, capable de se dresser contre 6000 autres, par une sombre nuit de printemps, et pourquoi ils en avaient eu peur. Elle savait que ce serment était l'origine et la cause de tous les événements survenus dans le monde au cours des 12 dernières années qui avaient suivi. Elle savait que c'était infiniment plus important que le moteur caché dans le bâtiment. « Je jure sur ma vie et l'amour que j'ai pour elle, de ne jamais vivre pour les autres, ni demander aux autres de vivre pour moi. » Elle ne fut pas surprise, considérant comme banal, presque normal, de voir la porte s'ouvrir à la fin du dernier mot qu'il avait prononcé, sans aucune intervention humaine. S'ouvrir lentement sur l'obscurité grandissante. Dès qu'une lumière électrique s'alluma à l'intérieur, il saisit la poignée, referma la porte, et le verrou s'enclencha de nouveau. « C'est une serrure à combinaison vocale », précisa John Gault serein. Tous les sons nécessaires à son ouverture sont contenus dans cette phrase. Je peux vous révéler le secret car je sais que vous ne prononcerez ces paroles que le jour où vous leur donnerez le sens que j'ai voulu leur donner. Elle opina. Je m'y engage. Elle redescendit avec lui jusqu'à la voiture, à pas lents, trop fatiguée tout à coup pour avancer.
Elle s'écroula sur le siège et ferma les yeux. Toute la tension associée aux chocs successifs et au manque de sommeil retomba, et ses nerfs, tendus à outrance pour l'aider à tenir, se relâchèrent. Elle était incapable de penser, de réagir ou de lutter, vidée de toutes ses émotions, sauf une. Silencieuse, Dagny ne rouvrit les yeux que lorsque la voiture s'arrêta devant la maison. « Vous feriez bien de vous reposer », lui conseilla John Galt, « et même de dormir, si vous voulez venir au dîner de Mulligan. » Elle acquiesça docilement et clopina jusqu'à la porte d'entrée sans solliciter son aide. Elle trouva encore la force d'affirmer « Ça va aller », avant de se réfugier dans sa chambre, dont elle prit soin de refermer la porte. Dagny s'écroula à plat ventre sur le lit. Au-delà de la fatigue physique, quelque chose l'obsédait, une sensation trop forte. Son corps ne répondait plus, sa tête ne fonctionnait plus. Seule une émotion mobilisait le peu d'énergie, de discernement, de jugement et de maîtrise qui lui restait, sans qu'elle puisse résister, se laissant juste aller à ressentir. Une émotion venue de nulle part, n'allant nulle part, mais qui ne passait pas. En esprit, Dagny revoyait la silhouette de Galt devant la porte du petit bâtiment. Elle n'éprouvait rien d'autre, ni désir, ni espoir, incapable d'analyser ce qu'elle ressentait, incapable d'y mettre un nom ou d'établir le lien avec elle-même. Elle n'était plus personne, réduite à une perception, celle de sa présence. Le nez enfoui dans l'oreiller, elle se rappela, vague sensation, l'instant du décollage sur la piste éclaboussée de lumière de l'aérodrome du Kansas. Les vibrations du moteur, la puissante accélération, la course vers un seul objectif, et au moment où les roues quittèrent le sol, elle s'endormit. Chers auditeurs, nous espérons que vous avez aimé ce livre. Vous pouvez écouter la version intégrale du livre en suivant le lien dans la description. Si vous voulez participer au tirage au sort de cadeaux sympas, abonnez-vous à la chaîne, cliquez sur « J'aime » et laissez un commentaire sous la vidéo.